Donne-moi ton cœur, baby. Je sais même pas si je garde les écouteurs en vrai. Ça change grand-chose? Non, ça changera rien du tout, en fait. Bienvenue à toutes, à tous et à toutes les stars de l'académie ou de la vraie vie qui se trouvent entre les deux. Vous écoutez Contrôle Z, le podcast qui refait l'actualité du mois qui vient de s'écouler. Le mois d'octobre s'achève déjà et je vois au loin cette copaine hyper bonne avec qui je ne sors pas en soirée car l'objectif est le suivant, pécho du mal déconstruit. Et cet objectif ne saurait être atteint en la présence de cette copaine que nous nommerons Dominique, juste pour caler le seum. Et bien Dominique, en cette fin du mois d'octobre, elle n'a pas compris le thème épouvante de la soirée déguisée. Et donc Dominique, elle est hyper bonne dans son costume de sorcière cochonne. Parce que peut-être que dans Dominique, il y a Nick, et que dans Erwan, il y a pas Nick. Moi, j'avais décidé d'être plus abstrait cette fois. Et si je me déguisais en Jordan Bardella? Parce que ça fait peur, Bardella. Mais force est de constater que, premièrement, je n'ai pas vraiment le droit d'insulter les Arabes en soirée, que deuxièmement, Jordan ne fait pas peur à une bonne partie de ce pays, et que finalement, Jordan n'a pas vraiment de style défini. C'est donc une soirée épouvantable que je m'apprête à passer, mais non, mais que vois-je? Les petits chats sont là pour m'accompagner. Comment se portent-ils? À merveille. Mieux depuis que je te vois. Et toi? Eh bien, bon, écoutez, ça va très bien, mais ce que je vous propose, au lieu de parler de ma gueule, parce qu'on va en parler, je vous assure, c'est qu'on passe tout de suite au sommaire de cet épisode. Allez. Ne répondez pas, c'était une question rhétorique. Ah. Putain de sommaire. Je sais, on ne touche pas aux mamans, c'est juste vulgaire, mais j'avais envie de le faire. Elle a la révolte et l'engagement pour moteur, mais c'est à cheval entre Strasbourg et Paris qu'Hippo poussera son coup de gueule. Hippo, tu aimerais changer de direction, c'est bien ça? Tout à fait. Et en vrai, le fait que genre les femmes se font blâmer à la place des hommes, ça arrive plein de fois. Genre la responsabilité, elle tombera toujours sur les femmes. Avec lui, c'est toujours la même rengaine, ou presque, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Val, qu'est-ce que tu me chantes cette semaine? Cette semaine, je vous chante le concept des albums live. Quant à moi, je vous parlerai du souvenir de ce jour d'octobre, entre stupeur, horreur et peur, ça promet. Puis il sera l'heure de retrouver Elias, qui nous attend déjà depuis son café du commerce, aussi authentique et prolétaire que Strass et bourgeois. Elias, tu vas nous parler tunas, je crois. Effectivement, Erwan, je vais pas vous parler d'un sujet très sexy, mais d'un sujet crucial pour la France, le projet de loi de finances que le gouvernement a déposé. Et comme toujours, le mot de la fin revient à Marie. Ce mois-ci, elle donne de la couleur à la gamme automnale. Marie, tu n'es pas daltonienne, rassure-moi. Eh ben écoute, à force de regarder dans un kaléidoscope, il va falloir faire attention. Et tout de suite, donnons la parole à celle qui va ouvrir cet épisode avec son coup de gueule. Hippo, c'est à toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I'm not done talking yet. You will speak when I'm done. It's not my fault. You came with her, but she might leave with me. Oh, security. Hello mes stars! Vous en avez peut-être entendu parler la semaine dernière, un des membres des One Direction, Liam Payne, est mort jeudi dernier à l'âge de 31 ans. Je pense que l'annonce a été un choc pour tout le monde, je m'inclus dans le lot of course. Il a été une superstar, a bercé l'adolescence et l'enfance de millions de personnes, la mienne également parce que clairement j'étais une énorme directionneur, vraiment genre je vivais, respirais One Direction à l'époque, ma passion, les posters, tout, bref. Il est mort. Apparemment, il aurait sauté d'un balcon lorsqu'il était sous l'emprise de drogue. Il avait parlé publiquement de son addiction aux drogues et à l'alcool précédemment. Les circonstances sont pas super claires. Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est un suicide? Rien ne détermine cela. Toujours est-il que depuis plusieurs semaines, voire mois, il était dans la sauce, le Liam. Une de ses ex, Maya Henry, avait pris la parole publiquement en disant qu'il était un abuseur. Elle a écrit un livre dans lequel elle parle de leur relation et à quel point c'était fucked up. Il l'avait forcée à avorter, l'a insultée à plusieurs reprises, il la suivait, l'a harcelée, s'est menacé de se suicider plusieurs fois et j'en passe. Bref, clairement une relation bien toxique, bien abusive et c'était clairement pas une bonne personne. Et je dis ça tout en sachant que quand j'ai appris la nouvelle, j'étais trop choquée du fait qu'il soit mort. J'ai été super triste parce que je faisais trop le deuil d'une partie de mon enfance et de mon adolescente. Mais la personne que je pleurais, c'était pas le Liam d'aujourd'hui, c'était vraiment le Liam genre de 2012-2013 où vraiment les One Direction, bref, anyway, so. Et genre le Liam de cette époque, j'avais trop l'impression de le connaître quand j'étais jeune et il avait énormément compté pour moi, mais qui était beaucoup différent du Liam d'aujourd'hui et vraiment on ne connaît pas les stars qu'on aime. Bref,
Et là, il y a des fans qui sont tombés sur Maya en disant que c'était de sa faute qu'il soit mort, qu'il s'était suicidé à cause d'elle. À un moment donné, faut aller se faire foutre. La meuf, elle est victime, elle prend la parole publiquement, on lui envoie du soutien, on la croit, and that's it, genre. Mais aller la contacter juste après la mort de Liam pour lui dire que c'est de sa faute s'il est mort, mais ça va pas, wesh. Elle devait être choquée du fait qu'il soit mort déjà parce que bon, la nouvelle, pas dingue, mais en plus se prendre une vague de harcèlement dans la gueule en disant que t'es responsable de la mort de quelqu'un, mais la violence des propos, alors qu'elle a eu le courage d'en parler, est-ce qu'on est bête comme ça? Le fait de toujours blâmer les femmes pour des choses dont elles ne sont pas responsables, d'insulter les victimes, de les dénigrer en disant qu'elles mentent systématiquement, comment est-ce qu'on appelle ça? Le patriarcat supplément un énorme chien de la casse. Dans le même registre, il y a une femme aussi qui avait été blâmée pour la mort de son ex, mort d'une overdose, l'iconissime Ariana Grande. Quand Mac Miller est mort, en 2018, quelques mois ou années après leur rupture, Ariana s'était pris une énorme vague de harcèlement de la part des femmes qui l'a blâmé pour la mort du rappeur en disant qu'il se serait suicidé, qu'il aurait overdosé pour échapper à leur rupture. Pardon, mais vous croyez qu'elle était déjà pas au fond du gouffre, la dame? Quand t'apprends que quelqu'un que t'as aimé est mort, ça doit être un coup de massue. Mais en plus, le monde entier te blâme pour sa mort alors que littéralement tu n'as rien fait. Juste t'es une meuf, donc par conséquent, tous les maux de la terre sont de ta faute. C'est fou quand même de blâmer des meufs qui sont sorties avec des hommes, de leur mettre leur mort dessus et de les insulter et de les harceler systématiquement. Spoiler alerte, vos meufs, elles sont pas là pour sauver vos démons. Pour ça, on a inventé un merveilleux métier qui s'appelle le psychologue. Parler publiquement des atrocités que votre ex vous a fait subir ne fait pas de vous une meurtrière, bien au contraire, ça fait de vous une battante. Et by the way, si vous n'en parlez jamais pour quelque raison que ce soit, vous slayez quand même gros cœur sur vous. Avoir ce genre de comportement de chien de la casse, ça dissuade juste les victimes de parler et ça fait clairement pas avancer les choses. Par pure pitié, arrêtez de blâmer les femmes pour absolument tous les maux de la terre. Mais oui, tiens donc, et si on condamnait les vrais coupables plutôt que de blâmer les femmes? Merci Hippo pour ce coup de gueule. J'ai quand même envie de te poser cette question qui s'adresse à tous les fans des One Direction. Hippo, est-ce que ça va? T'as pleuré pendant que t'as écrit ce... Non, j'ai fait mon deuil. En vrai, je vais pas vous mentir. J'ai un peu pleuré. Non, en fait, on va pas se mentir. Déjà, j'ai appris ça, c'est ma daronne, d'accord? C'est bon pour vous. Et faut sachez que ma sœur l'a appris exactement de la même façon. Je me fais réveiller, je dis matin, mon petit réveil sonne. Je vois quoi? Déjà, j'ai des messages de la terre entière, des messages des gens du collège. Ça, j'ai trouvé ça adorable. Ma daronne qui me dit, Apolline, Liam, il est mort. Je suis en mode, wesh. J'envoie un message à ma sœur en mode, Liam, il est mort. Ma sœur me fait, maman m'a prévenu. Je suis en mode, qu'est-ce que c'est que cette famille? Bon, bref, au début, j'étais, vraiment honnêtement, j'étais choquée, mais genre, en mode, enfin, tu sais, j'étais genre choquée en mode, oh, c'est fou que la personne soit morte parce qu'en soi, il avait 31 ans, tu vois. Donc, pas vieux, quoi. Bref. Et après, genre, le soir, en fait, j'arrêtais pas d'aller sur Twitter. Et quand j'allais sur Twitter, je revoyais tous les trucs, genre, en mode, quand ils étaient encore ensemble, les One Direction, de genre, 2012, en fait, ouais, de genre la période de 2010 à 2015, j'arrêtais pas de voir tous les trucs. Et du coup, j'arrêtais pas de me souvenir. Et donc, dans le train, j'ai pleuré. Et quand je suis descendue, Ben, il est venu me chercher à la gare. Je suis descendue, j'ai même pas dit bonjour ni rien. J'ai chialé ma race. Et j'ai pleuré jusqu'à... J'ai pas pleuré lundi. Jusqu'à maintenant. Non, faut sachez que j'ai pleuré jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et je pleurais plusieurs fois par jour. Mais en soi, la personne que je pleurais, c'était absolument pas le Liam, genre après 2015 et après que les One Direction se soient séparés. Mais parce que c'était en quelle année déjà les One Direction? 2010-2015. Sauf fait leur break en 2015, mais on y croyait encore. Cette chronique me permet de vous rappeler que les beaux jours s'effaçant, les vacances s'éloignant, Michel Barnier légiférant, on n'oublie pas de prendre soin de sa santé mentale. Et pour en revenir au blâme des femmes à la place des hommes, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose d'assez récurrent. Chez les stars, je pensais aussi à Angèle, qui avait été victime d'une grande vague de cyberharcèlement quand son frère Roméo Elvis avait été accusé d'agression sexuelle. Est-ce que les amis, vous avez d'autres exemples de cas comme celui-ci ? Peut-être avec tout ce qui est de la famille Gainsbourg, avec les enfants qui sont aussi connus, etc., auxquels des fois on va rattacher un peu les agissements du daron. Oui, alors que Jane Birkin en a été victime. Charlotte Gainsbourg, je crois qu'elle l'a jamais verbalisé, mais Limon Incest, c'est quand même un truc assez dégueulasse. Mais je crois qu'elle a jamais épinglé son père. Par contre, elle s'est faite complètement harcelée. Mais il y a encore le patriarcat. Mais en fait, c'est toujours comme ça dans le milieu artistique ou même sportif. Dès qu'il se passe un événement, c'est forcément la faute de la victime. Enfin, tu regardes par exemple là, le cas de Mbappé, qui il y a une procédure pour viol en Suède et tout. Ouais. Tu regardes les gens et ils croient pas du tout que c'est vrai. Genre, ils disent qu'elle ment, qu'elle fait ça pour l'argent et tout. Mais enfin, moi, en tout cas... Bon, c'est mes collègues de travail qui n'ont aucune conscience politique, qui sont loin d'être des féministes, mais ils disent oui, elle fait ça juste pour se tirer de l'argent et tout. C'est comme aussi le cas de Hakimi,
avec son ex-femme là. Sur la question, je me rappelle plus si c'était de l'héritage ou ou en gros, enfin, les gens étaient tombés sur son ex parce que soi-disant elle voulait retirer de l'argent. Non mais oui, et puis enfin, genre dans l'histoire, genre en mode de Liam et de Mac Miller, c'est pas en fait une chronique Wattpad, genre en fait les meufs, Ouais, non c'est mais ça. premier degré, les meufs elles sont pas là pour vous sauver de vos démons, enfin genre c'est vos meufs, à un moment elles sont pas là en mode non mais je suis trop un mec bresson et tout, il me faut trop une meuf, oh pitié c'est bon quoi frère, on est où là? Non mais s'il vous plaît, c'est pas une fanfiction Harry Styles de 2012, et Dieu sait que j'en ai lu d'ailleurs, je pense que j'ai commencé à le lire très tôt, ça on coupera pas, on coupera bien au On va montage. bien garder dans le... J'étais en mode pitié. Et sans parler peut-être de stars, sans parler de personnalité publique, est-ce que dans votre vie, ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une situation dans laquelle une femme se fait blâmer à la place d'un homme? Et quand je dis une femme, ça peut être vous. Hein. Bah écoute, moi j'ai pas de truc comme ça pour personne extérieure. Après, bah, c'est vrai que quand j'étais enfant, bon, mon frère était celui qui faisait des bêtises en général. Et bah on est une fratrie, on prend à deux. Après je sais pas si c'était parce que j'étais une femme ou c'est plus pour le rôle d'aîné je pense. Mais et de fratrie et tout ça, mais voilà. Oui. Je pense pas que ce soit parce que j'étais une femme. Bah après, il y a tous les trucs aussi à l'école où on va dire c'est l'arrivée de l'été, alors les filles n'adoptez pas tel et tel vêtement ou tel et ci comme ça parce que Mais c'est tellement. inapproprié. Alors que ça reste Vraiment. un crop top ou ça reste juste un haut avec bretelles ou enfin ça n'appelle en rien à quoi que ce soit. Genre. Donc, Ouais, et la culture du viol en général en fait. Mm. Les agresseurs, bah, en même temps elle avait mis une jupe. Bah oui, faudra pas qu'elle s'étonne. J'étais étonnée. Ouais, complètement. Et beaucoup d'articles le rappellent, Liam Payne, il était alcoolique et addict à plein de drogues, il a tenté plusieurs fois de s'en sortir. Alors pour que les violences cessent, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi éduquer simplement sur le sujet des addictions, apprendre à soigner, même tout simplement en parler? Est-ce que c'est pas ça aussi le sujet là dans ce cas de ces violences sexistes? Il avait beaucoup parlé publiquement de genre ses addictions et tout, et du fait qu'en fait clairement le management là-bas, genre enfin à un moment il avait parlé du fait que genre quand ils avaient 17 ans, en gros le phénomène il était tellement dingue que genre il les enfermait dans leur chambre d'hôtel et ils avaient rien, et le seul truc, enfin il avait dit à un moment, il a dit je blâme personne mais le seul truc qu'on avait c'était un mini bar. Du coup en fait genre bref c'était vraiment l'alcoolisme et tout. Et genre, en vrai, c'est chaud, tu vois, mais genre, je lui souhaitais de mourir à aucun moment. Genre, j'aurais préféré qu'il fasse une cure de désintox, machin, et qu'après, genre, il make amends, tu vois. Mais c'était ils avaient quel âge quand ils ont commencé quand ils étaient à leur prime? Honnêtement, c'est qu'ils ont été. Pour moi, le prime du prime, ça a été 2013. Liam, il avait Là, il a 22. 31 ans, Il avait donc 22. Ils avaient la vingtaine, ouais. Ils avaient la vingtaine. Ah, mais ils étaient super jeunes, hein, parce que quand ils ont commencé, c'est fou. Harry, il avait 16 ans. Hein. Mais c'est fou en vrai, genre de. Oh, ils avaient notre âge. C'est fou quand même des gens si jeunes qui se retrouvent sous une pression. Mais la pression, elle est dingue. monumentale. Bah, après, c'est comme les artistes de K-pop, hein. Enfin BTS, et puis même BTS, c'est pas les plus jeunes. Genre New Jeans, pitié, par contre, c'est vraiment des enfants, ils ont 15 ans, donc vraiment qu'on les libère. Genre le travail des enfants, s'il vous plaît, la Corée du Sud, faut légiférer là. Oui, je pense que c'est nécessaire d'en parler et de faire en sorte que les gens savent Disjonctif qu'ils sont- présent, tout à fait. sachent qu'ils ne sont pas seuls, aussi pas qu'on leur fasse miroiter quelconque rémission soudaine après un certain temps sous prétexte que c'est aller mieux justement durant un certain temps parce qu'il y a toujours un risque de rechute. Donc en fait, au-delà d'avoir l'élément déclencheur, de se prendre en main, avoir aussi un suivi tout du long pour faire en sorte que ça ne soit pas qu'une solution éphémère parce que ça peut être le cas. Et puis c'est vrai qu'il y a pas mal de préjugés au sein de la société. Enfin, des fois, ça m'arrive d'en parler avec des gens de mon entourage, etc. Bon, j'ai pas d'addiction à l'alcool ou quoi que ce soit, mais où ils sont. Enfin, la réponse la plus récurrente, c'est oui, bah c'est une question de volonté. Non. Enfin, c'est. Non, c'est une maladie. Hein. C'est ça. Il y a aussi peut-être plus cultiver les gens au niveau de ça, informer les gens, ouais. Je me rappelle de Matthew Perry, donc celui qui jouait Chandler dans Friends, qui s'était un peu fait confronter à ça. Je sais plus si c'était dans une interview ou je sais plus, et les gens lui disaient oui, mais enfin, c'est bien vous qui vous servez un verre et puis un autre et puis machin. Et il disait bah oui, je suis responsable du premier verre que je bois, en gros, mais pas après de tous ceux qui s'enchaînent. Genre. Donc oui, ça implique aussi d'éveiller un peu les mentalités. Enfin, montrer que c'est aussi des gens qui sont prisonniers des substances auxquelles ils sont addicts et que c'est pas juste oh bah YOLO, vite débauche, puis tant pis si ça mène à ma perte, genre
c'est pas délibéré quoi. Bah c'est ça, je pense pas qu'ils choisissent de tout perdre à cause de leur addiction. Non, mais tout à fait. Et puis la question était un peu orientée, la manière dont je la posais, c'était plutôt de dire, en fait, tant qu'on parlera pas des addictions et de ce que les drogues peuvent faire dans le cas de violences, que ce soit ici conjugale ou intrafamiliale en fait, tant qu'on n'en parlera pas, les violences, elles ne cesseront pas non plus. Bien sûr, il y a le côté patriarcat qui est indéniable, parce que c'est toujours les hommes et la victime, c'est toujours une femme. Mais en attendant, il y a aussi ce côté addiction qu'il faudra à un moment solutionner par un moyen ou par un autre. Et il y en a ici qui cultivent tous les mois une addiction, son addiction à la musique. Il nous avait éduqués sur le playback, et cette fois-ci, ça part en live. Val, qu'est-ce que tu me chantes là ? Let's go. Question, qu'est-ce que tu me chantes là ? Eh bien, ce que je vous chante aujourd'hui, c'est le concept de l'album live. Si l'on se penche sur l'actualité musicale de ce début de mois en termes de chiffres de vente en France, le numéro 1 était un album live. Nevermore, le dernier spectacle de Mylène Farmer. Il s'est hissé au sommet du classement hebdomadaire avec près de 37 000 copies écoulées, soit près du double de la moyenne des ventes d'albums classés numéro 1 en septembre. Est-ce que vous me suivez encore ? Oui, Mylène est une légende. Oui, tout ça pour dire qu'en effet, quand elle s'empare du podium, elle ne le fait pas à moitié. Elle n'est d'ailleurs pas étrangère au concept de l'album live, puisqu'elle a systématiquement réalisé une captation de ses résidences et tourné de concerts, et ça a très souvent porté ses fruits. Et oui, si je m'éternise un peu sur son cas, c'est parce que parmi ses 17 albums classés numéro 1 en France, 5 d'entre eux sont des albums live. Est-ce que c'est pas dingue de réussir à drainer toujours autant de foule pour des albums qui comportent des chansons d'ores et déjà connues, de tous et de toutes, et qui n'ont d'inédit que les arrangements live, en somme ? Mylène Farmer n'a cessé d'événementialiser en grande pompe ses parutions musicales en faisant des pressages physiques de multiples versions de ses singles le long de la dernière décennie, alors que ce n'était plus du tout la norme au vu des évolutions de comportement d'achat. Cela dit, avec l'engagement inconditionnel de ses fans, ça fait immédiatement la différence puisque cela vient gonfler les ventes par rapport à des artistes qui se contentent d'une sortie digitale. En tant qu'auditeur et auditrice lambda, qui connaissait plusieurs tubes de son répertoire, est-ce que vous avez une quelconque idée de chansons de Mylène Farmer datant des 15 dernières années ? Pas du tout, parce que je pense qu'elles sont beaucoup plus vieilles que ça, celles que je connais. Je pense aussi. Oui, non, hein. Oui, mais non. Oui, mais non. C'est oui ou c'en bien est c'est une, non. en effet. Oui, c'est non. Bon, plus sérieusement, au-delà de cette chanson, elle n'a pas eu de titre à la portée aussi stratosphérique qu'à l'époque, au cours de la dernière décennie. Et pourtant, elle en classe 10 de titres au sommet du top single entre 2010 et 2019. Comment c'est possible ? Et bien, sa stratégie de réponse à la demande par l'offre paye comme jamais, littéralement. Bon, revenons-en à nos moutons, l'album live. Il s'agit, selon le magazine hebdo britannique The Spectator, d'une relique des années 70 et 80 qui s'est éternisée jusque dans les années 2000 grâce à MTV et son émission Unplugged, qui signifie littéralement débranché et qui proposait des prestations acoustiques d'artistes qui avaient vocation à paraître en format physique par la suite. Un album live, c'est avant tout une bande audio à l'image d'un concert qui constitue une alternative à un enregistrement studio grâce à l'arrangement des chansons qui crée une expérience d'écoute plus immersive. Est-ce que vous écoutez des albums live, qu'ils soient plus ou moins récents d'ailleurs ? Moi j'ai Spotify qui me propose beaucoup de prestations de Whitney Houston, de Céline Dion, de ces grandes voix-là. Moi je suis pas fan du concept, on en a déjà parlé je crois dans l'épisode 1 et du coup bah voilà. C'est vrai. Et toi ? Écoute, moi j'en écoute aussi un peu, mais c'est plutôt de ma propre volonté, on va dire. Pour le coup, c'est pas comme toi, mais ça va bien nuancer ce que je vais dire ensuite. Mais dans tous les cas, en fait, si je me base sur l'actualité de Mylène Farmer pour évoquer cette thématique, c'est parce que c'est plutôt insolite qu'un tel format rencontre du succès aujourd'hui, dans la mesure où il tombe totalement en désuétude, et ce, pour plusieurs raisons. La première, les genres musicaux les plus prédominants à l'heure actuelle, pop, R&B et surtout le hip-hop et ses sous-genres, n'ont pas vraiment besoin du live pour qu'on puisse les apprécier dans toute leur envergure. A l'inverse, la musique rock et ses alternatives, dont l'apogée coïncide d'ailleurs avec celle de l'album live, sont reconnus comme des styles que l'on savoure mieux en concert grâce à une orchestration bien particulière. Une autre raison, c'est l'effacement du rôle précieux de substitut au concert que constituait l'album live, notamment avec l'accessibilité du format vidéo. Je m'explique, oui, les VHS, les DVD sont apparus au siècle dernier, produits culturels aux dimensions sonores et visuelles, réelle valeur ajoutée.
Oui, je ne fais plus de phrases. Mais grâce à l'omniprésence actuelle des écrans et des internets, oui, j'ai 147 ans, on peut vivre les concerts en temps réel, encore plus facilement et surtout gratuitement. Que ce soit avec les vidéos de fans postées sur les réseaux sociaux en un clic, ou grâce à des plateformes comme YouTube, Dailymotion, qui hébergent les concerts en entier, qui sont d'ailleurs souvent piratés de DVD et qu'on peut consulter gratuitement. Alors oui, un certain nombre d'entre eux finissent par se faire striker pour cause de droits d'auteur. Recoucou Mylène, je ne trouve plus les tiens. Mais quand on veut, on peut. Oui, on peut toujours trouver l'objet de notre quête musicale dans les tréfonds du web, même si cela implique de passer par 8 clics, 4 onglets publicitaires qui s'ouvrent en même temps, et Monique qui souhaite apprendre à te connaître à 2 pas de chez toi. Bon, et une troisième raison, c'est une raison financière. La musique live n'est pas ou plus rentable. De nouveau, je m'explique. Les pratiques évoluent, on écoute principalement notre musique en flux continu, de manière partiellement passive, par le biais de playlists qui orientent les chansons qui atterrissent dans nos oreilles. Et comme le souligne le média britannique Why Now, même si c'est pas une réalité systématique de toute évidence, le choix d'inclure la version studio face à une potentielle version live dans une playlist est souvent le choix effectué par les plateformes comme Spotify. Pas systématiquement, cela dit. Les labels, eux, sont d'autant plus réfractaires à l'idée de sortir des albums live. Pourquoi ? Car sortir un album live, pour l'artiste, c'est compléter un dû, à savoir sortir un album supplémentaire sous l'effigie du label, sans avoir à trop se fatiguer. Et c'est souvent une solution pour arriver à bout d'un contrat, notamment si l'artiste souhaite s'en défaire au plus vite pour X ou Y raison. C'est aussi la recette miracle des fameux albums de Noël, mais bon, on aura l'occasion d'y revenir. Or, lui, le label, il pense à sa thune, à son flouze, son beurre, son blé, sa caillasse, son oseille, sa moula, et c'est bien avec des chansons inédites, en bref, avec un album studio nouveau de l'artiste, qu'il peut en tirer le plus possible. Raison de plus pour mettre l'album live au placard. Suggestion, rendons-nous en salle de concert. Rien de tel que l'adrénaline d'un spectacle en direct et les émotions procurées par une voix qu'on entend pleinement. Et puis, si vous voulez que vos artistes préférés continuent de créer, c'est en appréciant la musique live que vous le leur permettrez, même si son coût devient de plus en plus élevé. J'avoue que cette succession de rimes n'a pas été délibérée. Privilégions donc l'exaltante réalité à un instant enregistré, déplaçons-nous pour vivre tout ce que les artistes ont à nous chanter. Merci Valou. Minou. Marie le soulignait, et c'est vrai, on en avait déjà parlé un peu de musique live dans le premier épisode. Je vous invite à aller vous abreuver de nos discussions sur le sujet si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, voyons l'évolution. Est-ce que depuis cet épisode, vous avez des petites recommandations ? On avait parlé de prestations, on peut parler aussi d'albums live, pourquoi pas. Donc des suggestions pour nos auditorices. Pour le coup, il y a le film Reputation, le Reputation Tour de Taylor Swift sur Netflix, si jamais. Ça peut en motiver certains. De mon côté, justement, au travers des recherches, mais aussi de différentes écoutes de Mylène Farmer, parce que c'est vrai que je me suis plus intéressé à son sujet dernièrement en voyant le phénomène que c'était. Parce qu'avant, je connaissais justement Oui mais non et quelques chansons, mais sans trop m'y intéresser. Et du coup, j'ai notamment découvert son album live de la tournée Avant que l'ombre, et il y a plein de chansons d'elle que j'écoute, mais dans ces versions-là, notamment C'est une belle journée, Sans contrefaçon, enfin plein de tubes que je trouve encore plus enivrants, je sais pas trop comment le formuler, mais en version live issue de cette tournée. Oui, de toute manière, elle retravaille tout. J'ai une amie au fait qui n'écoute pas, donc je peux la citer, qui m'avait fait découvrir beaucoup de versions live de Mylène Farmer quand j'étais allé chez elle, et c'est vrai qu'il y a une vraie plus-value pour le coup, et c'est vachement bien capté. Enfin, le son est vraiment, c'est vraiment nickel, quoi. Puis c'est, je pense, pas mal retravaillé en post-production, forcément, pour c'est donner très beau. Un beau produit, il le faut. Moi j'ai quand même envie de demander à Elias aussi, parce qu'il nous avait dit qu'il écoutait, mais pas du tout de musique live. Est-ce que après nos discussions, il a commencé à écouter des albums live ? Alors, je ne dirais pas que j'ai commencé à écouter plein d'albums live, mais après notre premier enregistrement, je me sentais un peu comme un alien. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire un peu de conformisme au final ? Et du coup, j'ai commencé à écouter quelques albums live, et puis ça avait un peu nourri ma curiosité. Bon, je suis pas allé très loin parce que j'ai écouté les albums live de Manu Chao. Franchement, excellentissime. En plus, je l'avais vu c'était un des seuls concerts auxquels je suis allé, Manu Chao. Et c'est une très très belle ambiance. Puis après, il y avait quelques albums live
Aaron Maiden, que j'ai également vu en concert avec mon père. Très très sympathique et il faut le dire que c'est vrai que ça replonge un peu, enfin surtout que moi j'ai vécu ces concerts-là, donc ça replonge un peu le moment vécu. Je trouve ça très très cool. Et par ailleurs, comme on avait déjà un peu parlé de musique live, moi j'ai envie de revenir sur la reine, Mylène. Est-ce que vous comprenez cette fame, mais incroyable, autour de cette femme qui réunit, comme tu le dis, mais des millions de personnes, quoi. Bah, je pense que la dimension mystère, femme qui est très discrète et malgré tout hyper présente dans l'inconscient collectif, ça joue de fou. Et ces prises de parole, elles sont toujours hyper rares mais calculées et en même temps. Je sais pas, il y a un truc où en fait elle est intrigante. Enfin, elle donne envie de suivre ce qu'elle fait parce que c'est d'autant plus rare de la voir. Je sais pas, elle arrive à garder sa fanbase qui est quand même immense. On soupçonne pas, mais enfin si on soupçonne, mais Bah là, pour le concert en question, là, l'album, c'était elle a clôturé la tournée avec 3 soirs au Stade de France à guichet fermé, quoi. Pour C'est une ça. chanteuse française, c'est dingue. Et moi je pense que c'est plutôt les textes, pour le coup, qui m'ont beaucoup inspiré. Et du coup, à ce sujet, est-ce que pour vous on est une génération désenchantée ? bah en fait je dirais s'il n'y a pas une réponse claire dans le sens où on est à la fois plein d'espoir, plein d'envie, etc. pour le futur, et en même temps on le voit tellement bousillé. Non mais je veux dire, on a tellement d'espoir, etc. Et en même temps on voit tous les trucs à côté, genre la guerre, les reculs au niveau sociétal, ouais, etc. On est en mode mais mince, écologie, enfin on va tous crever, enfin je sais pas. Oui, en fait, on y est d'autant plus confronté que les générations d'avant, je pense, et en temps réel. Donc il y a de quoi se faire un peu miner le cerveau. Mais d'un côté, est-ce que c'est pas ça qui me botte encore plus à un peu faire changer les choses? Mais en même temps j'ai l'impression que des fois on peut se sentir un peu seul entre guillemets dans cette volonté de faire avancer les choses, dans le sens où si on parle avec les générations précédentes, on voit que c'est souvent un peu bouché comme discours, c'est le discours d'antan quoi. Et même dans notre génération, des fois, il y a une partie de notre génération qui reste avec ce discours d'antan, Oui, et en vrai, des fois t'as l'impression d'être un peu seul contre tous quoi, même si, enfin, je sais pas. bah, c'est un peu une fatalité des fois. Ouais. Il faut pas le voir comme ça parce que sinon On est petits. on vit plus. Et qu'en pensent nos amis parigo-strasbourgeois de cette question ? Est-ce qu'on est une génération désenchantée ? Alors, je dirais pas qu'on est la génération désenchantée, je dirais plutôt qu'on est la génération réaliste parce que on connaît les impacts, par exemple, du réchauffement climatique, de la crise sociale, parce qu'on est ceux touchés de plein fouet, le chômage, parce que nos générations vont arriver quand même dans un contexte où il y a une précarité de l'emploi, un chômage quand même assez élevé. Je dirais plutôt en fait qu'il faut inverser cette tendance parce que c'est plutôt en fait les médias dominants et en fait les vieux réacs qui sont plutôt complètement hors sol. Maintenant, je trouve quand même que on a réussi dans cette génération à avoir plein d'icônes et la magie est un peu revenue aussi. Marie, tu me contrediras pas sur Taylor Swift. Moi, je suis un immense fan de l'Eurovision. Il y a tout plein de figures médiatiques qui émergent. On a plein de petites icônes, etc., d'exemples. Je trouve quand même qu'on est dans une période, dans une époque où on peut se référer à plein de modèles, quoi. Ouais, C'est vrai. Et plus variés qu'à l'époque de Mylène Farmer ou Michael Jackson ou Whitney Houston, où pour le coup t'en avais 3-4 qui étaient des immenses icônes. Et aujourd'hui, je trouve que le monde s'est un peu réenchanté, mine de rien, avec autour de toutes ces personnalités. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, c'est une idée totalement personnelle. C'est vrai qu'il y a moins les 4-5 grands noms, figures emblématiques. Même là, on parlait dans la musique, mais il n'y a plus vraiment la pop star de génération. Genre, dans les années 90, il y avait Whitney, Maria et Céline. Je sais pas si on peut réduire maintenant à chaque fois, à une certaine période, à une poignée de noms, genre. Donc tout ça pour dire que j'approuve. Et il y a un événement, je crois, qui est assez symptomatique du désenchantement de nos vies. Je suis sûr que vous vous souvenez tous de ce jour. Je voulais revenir sur un triste anniversaire aujourd'hui, celui du 7 octobre 2023. Le 7 octobre, c'est presque devenu un nom commun. Dans certains médias, je l'ai même vu écrit sous la forme d'un nom propre, 7-octobre avec un O majuscule. Pourtant, depuis ce jour-là, rien de propre ni de commun. D'ailleurs, le 7 octobre 2023, les terroristes du Hamas assassinent près de 1200 personnes. Et à ce drame, il faut ajouter 251 otages.
Aujourd'hui, 97 sont toujours retenus en captivité, dont 33 ont été déclarés morts. Le lendemain du drame, Israël lance une riposte militaire complètement disproportionnée. Résultat, un an après, 42 000 Palestiniens auraient été tués selon le ministère de la Santé du Hamas. Et pour beaucoup, ce chiffre serait largement sous-estimé, si bien que le nombre de morts pourrait se porter à plusieurs centaines de milliers. Mais ça ne suffisait pas. En réponse aux attaques du Hezbollah, un autre groupe terroriste armé, Israël a décidé de bombarder tout le sud du Liban. Résultat, au 24 octobre 2024, selon les estimations du ministère de la Santé libanais, au moins 2500 personnes auraient été tuées, dont 127 enfants depuis octobre 2023. Là-bas, c'est environ 1,2 million de personnes qui ont été déplacées, dont 400 000 enfants. Même Macron, ce champion, il a dit stop sur France Inter le 5 octobre. Je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est qu'on en revienne à une solution politique, qu'on cesse de livrer les armes pour mener les combats sur Gaza. Mais merci, Captain Obvious. Parce qu'on livrait des munitions à Israël en fait. Et mais Erwan, ça fait des thunes à Macron ça. Alors Michel, on dit les thunes de Macron déjà, hein. Tu n'as jamais traité une personne qui soutient un régime fasciste de raclure à bidet. Et après avoir vendu des munitions à Netanyahou, Macron a réuni 800 millions de dollars d'aide humanitaire pour le Liban lors d'une conférence internationale qui s'est tenue à Paris le 24 octobre. La France devrait ainsi participer à hauteur de 100 millions de dollars. Pardon, mais c'est d'applaudir en fait. Quand un gosse joue avec son caca et l'étale sur la gueule de son cousin, on ne va pas l'applaudir parce qu'il va acheter du savon et des lingettes pour le laver. Bien sûr qu'il faut aider collectivement les civils libanais. Mais si on pouvait juste cesser de soutenir l'État d'Israël qui les bombarde, ça permettrait de prévenir plutôt que de donner du Doliprane à une population en hémorragie interne. Mais Erwan, bientôt on n'aura plus de Doliprane. Ta gueule Michel, vraiment ta gueule. Et vos gueules, à vous aussi, hein, les racistes antisémites qui se sont réveillés avant ou après le 7 octobre, hein, selon l'IFOP. 25% des Français de confession juive rapportent avoir été victimes d'un acte antisémite cette année. Et on continue, le 24 octobre, l'Agence européenne des droits fondamentaux nous informe que 39% des musulmans de France vivent des discriminations dans leur vie quotidienne. Les amours, je vous le demande, apprenons à distinguer. Netanyahou, son gouvernement et son armée sont des criminels de guerre. A l'inverse, la Cour pénale internationale n'a jamais lancé d'enquête sur les Juifs de France ou les gens qui habitent en Israël. Deuxième point, les personnes qui pratiquent l'islam et le Hamas sont deux populations distinctes. Les 2 millions de gens qui survivent à Gaza ne sont pas non plus tous des terroristes du 7 octobre. Et par conséquent, je ne suis pas antisémite si je soutiens des populations civiles libanaises et gazaouis. Je suis humain et attaché au droit international. En revanche, Michel, tu frôles avec le fascisme si tu crois qu'Israël a le droit de bombarder des habitations, des écoles, des hôpitaux, ainsi que de bloquer l'aide humanitaire à destination des populations civiles. C'est compris, Michel ? Et vous, ça va les amis, le niveau de déprime là, on en est où ? Parce que personnellement, on est vraiment au max. Non mais sérieusement, avec toutes ces situations de violence et de guerre, quel impact les réseaux sociaux ont sur votre santé mentale ? Comment est-ce que vous arrivez à vous prémunir de ça, ou est-ce que vous y parvenez à vous prémunir de cette violence et de cet impact ? On peut pas se mettre des œillères constamment, après c'est clair qu'il faut, je pense, relativiser le volume d'infos qu'on absorbe et aussi celui qu'on est en mesure d'absorber. Après, je sais que moi je me mets des limites de temps sur les applis, bon aussi bien parce que des fois je scroll et pas du tout sur ce genre de vidéo, mais trucs un peu plus légers ou humoristiques ou à la con, mais aussi parce qu'en règle générale j'ai pas envie que ça soit ça qui soit le maître mot de ma journée, mais donc c'est un peu une réponse nuancée, je dirais. Moi j'ai réussi à épurer un peu mon feed de tout ça, enfin vraiment maintenant c'est des vidéos de chats, de nourriture et de Taylor Swift, donc ça va, on a bien épuré le truc. Et toi ? Moi je tombe dessus beaucoup parce que je suis assez addict à l'information. Puis t'as aussi des études qui nécessitent oui, ça, oui, études de journalisme, on est obligé de s'informer et parfois même je regrette. Je suis en fait dans un truc ambivalent où à la fois je me dis il faut absolument que ces informations nous parviennent, parce qu'en fait si ça nous parvient pas, ça bougera pas. Mais en même temps, si je passe mon temps à regarder ce genre de trucs, c'est horrible. Enfin vraiment, quand je bossais au JT de M6, quand tu te baladais sur Twitter, j'ai vu des trucs, mais oh mon Dieu, les gens postent des trucs, mais et c'est un truc de ouf, mais en même temps, l'extrême violence fait que ça passe pas le cap des médias mainstream et que les gens
sont conscients, mais en même temps pas trop, quoi. Macron, il faut attendre 1 an pour qu'ils disent on va arrêter de donner des munitions. Alors, je crois que c'est ça, c'est des munitions, c'est des composants d'armes, mais quand même, enfin... Oui, ça joue un rôle dans la chaîne. Est-ce qu'on peut cesser de faire ça, en fait ? Oui. Et les conséquences sont vraiment dramatiques. Et il y a, je pense que Elias aussi a un avis là-dessus, parce que pour le coup, lui, s'informe beaucoup. Je dirais pas que ça mine, parce que voilà, j'ai toujours espoir que les choses s'améliorent et que ça aille mieux dans le futur. Alors, je dis pas que ça m'affecte pas, hein. Concrètement, ça m'affecte et ça me fait très très mal au cœur. Et c'est pour ça que j'essaye d'agir pour, par exemple, bah voilà, hein, je vais souvent dans quasiment toutes les manifestations pour la paix entre Israël et Gaza. Je suis dans les manifestations et tout. Donc, ça m'affecte, mais j'essaie de pas être miné parce que je me dis, il faut quand même que je reste mobilisé pour défendre la paix et des meilleures conditions de vie pour tous. Et que si je restais miné, en fait, je ne serais pas autant proactif. Donc, justement, ça m'aide en fait à me relever et à aller militer pour des causes justes. Et d'ailleurs, je vais lui redonner la parole. Je ne sais pas s'il va vous rassurer, mais peut-être au moins qu'il nous changera les idées. Elias, depuis ton café du commerce, aujourd'hui tu nous parles de budget. Le gouvernement a présenté le 10 octobre le budget de la France pour 2025. Autant dire que ce n'était pas un 10 sur 10. Après le dérapage des comptes publics en 2024, le déficit de la France devrait atteindre 6,1% à la fin de l'année, contre 4,4% prévu initialement. Et sans action préventive, le déficit aurait atteint même 7% en 2025. Mais tout gouvernement n'aurait pas fait les mêmes choix politiques et économiques pour arriver à remédier à ce problème. Quels sont ceux du gouvernement de Michel Barnier ? Pour revenir sous la fameuse règle des 3% des déficits en 2029, la marche consiste à viser 5% de déficit l'année prochaine. Elle est difficile à gravir parce que ça veut dire économiser 2% de son PIB, soit 60 milliards d'euros. Le tiers de l'effort, soit 20 milliards d'euros, viendra de hausse de recettes, et les 2 tiers restants, soit 40 milliards de baisse de dépenses publiques. Voici quelques mesures phares. Une hausse temporaire sur la fiscalité des entreprises de 10 milliards d'euros, l'instauration pour les très hauts revenus d'une imposition minimum de 20% de leurs revenus, mais cela ne suffit pas à cause de niches fiscales qui permettent de s'exonérer de certains impôts, le gel des pensions de retraite pendant 6 mois pour un gain de à peu près 4 milliards d'euros, mais ça veut dire que nos retraités perdront à peu près 300 euros en moyenne par an. Une troisième mesure est la suppression de 4000 postes de professeurs, dont 3000 dans le primaire, d'autant plus qu'entre 2018 et 2022, le premier degré a perdu 3000 postes et le secondaire n'a perdu plus de 8000. Malgré une politique de dédoublement des classes, la France est l'un des seuls pays en Europe avec les classes les plus chargées, au primaire comme au collège. Donc l'occasion est donc manquée de profiter de la conjoncture démographique favorable pour quitter cette place de cancre en fait dans le système éducatif. De plus, le gouvernement prévoit une baisse des remboursements par la sécurité sociale des consultations chez les médecins et les sages-femmes. Ils passeront de 70 à 60%, soit une charge pour les complémentaires de prendre le relais, mais une hausse du coup des frais, mais une hausse des abonnements pour les complémentaires de la santé. D'autant plus que le budget dans la transition écologique perd à peu près 2 milliards d'euros et on est très loin de l'argent public à investir pour atteindre nos objectifs climatiques d'ici 2030, puisque selon l'institut I4CE, il faudra investir 18 à 52 milliards d'argent public chaque année. Ainsi, sur l'autoroute du sérieux budgétaire, le gouvernement part en marche arrière. Il ne prend pas en compte les déficits actuels des Français, c'est-à-dire la crise sociale, la crise écologique, la crise économique. De plus, selon l'économiste Anne-Laure Delatte, si le budget est adopté comme tel, il va coûter 0,6% de croissance à la France. La réduction de la dépense publique pèse pour moitié sur le ralentissement de l'économie. En effet, c'est ce qu'on appelle le multiplicateur économique. L'État investit moins, donc stimule moins son économie. Maintenant, moi, je vais vous proposer quelques mesures pour combler le déficit public sans plomber l'économie. Taxer les superprofits, à peu près 20 milliards d'euros par an. Une taxation unitaire contre l'évasion fiscale qui permet de récupérer 18 milliards. Un véritable impôt sur la fortune qui pourrait récupérer 10 milliards. Et en plus, si on ajoute un volet climatique, on pourrait récupérer 5 milliards de plus. Si on impose mieux les gros patrimoines, on peut récupérer 10 milliards. Et dites-vous que si on ajoute une taxe de 1% du patrimoine sur les 1% les plus riches, ça permettrait de récupérer 50 milliards. D'autant plus que si on revoit les niches fiscales et sociales, on peut récupérer à peu près 20 milliards. Et si on impose réellement les revenus financiers, on peut récupérer jusqu'à 3 milliards d'euros. Donc en bref, ce projet de loi de finances va impacter encore une fois les plus précaires
et les plus riches vont s'en sortir comme d'habitude. Il suffit de regarder la lutte acharnée du RN et de la République En Marche pour ne pas imposer les plus riches. Ils ont voté contre le rétablissement de l'ISF, l'exit tax, l'impôt universel et même l'abrogation de la réforme des retraites. Nous avons la preuve sous les yeux que le RN n'est qu'au service du capitalisme et que le gouvernement est sous perfusion et contrôle du RN, car il compte sur ce parti-là pour faire passer son projet de loi de finances. Vivement que le RN soit démasqué pour son imposture et que les membres du nouveau Front populaire prennent le pouvoir afin de rétablir une vraie justice fiscale. En vrai, Elias, tu penses que c'est difficile à mettre en place, genre typiquement arrêter les niches fiscales, les niches sociales, genre en mode ça prend grave du time. Je pense qu'il faut commencer genre par pas forcément toutes les supprimer ou pas forcément toutes les revoir, mais en revoir certaines, comme par exemple le crédit d'impôt compétitivité, qui coûte plusieurs milliards mais qui ne crée pas d'emploi en fait. Et aussi revoir le crédit impôt recherche, où en fait les entreprises elles se gavent avec cet argent Oh public. putain, je m'en souviens, ça, je l'avais étudié en C'est ça, fiscal. et en fait elles n'ont aucune contrepartie, donc, Ouais. donc c'est de l'argent. Donc il y a certaines niches qu'il faut revoir, en fait il faut les revoir sous un prisme en fait coût, efficacité et effet pervers. Ok. Et du coup si on commence par ça, on peut récupérer du coup, c'est pour ça que je dis 15 à 20 milliards, mais sur le long terme si on en revoit encore plus, on C'est peut plus, récupérer ouais. encore plus d'argent. Enfin, les niches fiscales ça correspond à peu près 100 milliards d'euros par an, Ouais. sans compter les exonérations de cotisations sociales Oui. qui elles coûtent également 100 milliards. Eh bien, nous voilà bien, hein. Merci Elias. Pour compléter tout ça, j'ai choisi quelques sujets qui mériteraient une petite augmentation de budget. Piano. Allez, première bonne nouvelle qui nous vient de la belle école de Sciences Po Lyon, que l'on appelle aussi Pipo dans le milieu quand on y joue de la flûte. À Sciences Pipo Lyon, donc, la direction que je sais presque entièrement féminine, ben voyons, a mis en place le congé menstruel pour ses étudiantes. Oui, l'établissement permet 15 journées d'absence annuelles liées à des règles incapacitantes. Et meilleure nouvelle, une attestation sur l'honneur suffit à justifier l'absence. Oh, Merci. Bon, les loulous, on en pense quoi? On ajoute une enveloppe congé menstruel dans le budget. On est d'accord. Mais vraiment, c'est une Oui. idée dingue. C'est l'équivalent de un arrêt maladie en soi. Si c'est au point où tu peux pas te déplacer de chez toi, c'est au même titre que des douleurs. Bah, c'est ça, parce qu'il y a des femmes pour lesquelles les règles sont vraiment ultra douloureuses à s'en taper contre les murs. Enfin, bon, c'est une expression. Mais Bah pas toujours. Ouais. Toi, tu travailles dans un milieu, il me semble, qui est assez féminin en soi. Comment ça se passe? Est-ce que c'est des sujets desquels on parle dans l'équipe ou pas? Et bah oui, après on en parle entre femmes en soi, mais j'ai certaines collègues pour qui c'est particulièrement douloureux. Par exemple, une, il y a quelques temps, qui a dû partir du travail parce que c'était insupportable. Donc Oui, et du coup, elle sera pas indemnisée? non, elle n'a ou- pas été Oui. non, absence. Mais alors que bah, le congé menstruel aurait permis qu'elle parte sans y réfléchir à deux fois, entre guillemets. Je crois que j'avais regardé une fois, on va dépenser 10 000 balles dans notre vie dedans, genre. Déjà que l'écart salarial, et en plus de ça, genre, on va nous enlever 10 balles au cours de notre vie. En fait, genre, les préservatifs sont remboursés et c'est super. Mais en fait, les protections périodiques, les refs, c'est pas en option, en fait. C'est chiant. En fait, déjà que c'est un enfer d'avoir ces règles. Si en plus de ça, c'est pas remboursé. Et pour tous ceux qui disent, oui, déjà, il y a les trucs à la fac, nanana, nanana. Alors, les trucs à la fac, très sympa, très beau concept, très, très beau projet, comme dirait Valentin. Il s'agirait par contre de remettre du stock. Parce que vraiment, j'ai vu beaucoup plus de fois les trucs, enfin les distributeurs vides que remplis. Donc vraiment genre juste à some point, genre en mode des fois il y a des tampons, mais alors les serviettes hygiéniques, j'en ai vu franchement très rarement quoi. Donc c'est clairement une priorité et il faudrait vraiment que ça le devienne parce que c'est insupportable en fait. Mais bon, comme ce sont des hommes, ne doivent pas se sentir concernés. Parfait. Oui, et surtout qu'on le rappelle, hein, la dysménorrhée, autrement connue sous le nom de « tape un space-point de Doliprane s'il te plaît », touche 90% des femmes réglées de 18 à 49 ans. Hein, 90%, 9 femmes sur 10. Donc c'est une étude de l'INSERM de 2023. Tout ça pour dire que les règles douloureuses, c'est un problème de santé publique, en fait. Si on n'agit pas contre ça, ça changera pas. Et je pense qu'une partie des inégalités joue là-dessus aussi. Quand tu es obligé de t'absenter du travail parce qu'aucune mesure n'est faite pour que ton environnement soit sain et inclusif, bah en fait, tu travailles moins, tu travailles pas, tu travailles moins bien, et donc forcément les inégalités continuent de perdurer. C'est un truc parmi tant d'autres. Mais je suis assez choqué qu'en 2024, le sujet soit même pas dans l'espace public, alors qu'on va discuter d'un budget de la sécurité sociale. Enfin, les gars, il y a un moment, il va falloir se réveiller, quoi. Tout aussi public et non moins problématique, Bruno Retailleau, notre ministre de l'Intérieur, vous savez, celui qui a succédé à Gérald Darmanin, eh bien Bruno a créé une petite polémique
fin septembre, il a expliqué au calme, au journal du dimanche, je cite, « L'état de droit, ça n'est pas intangible ni sacré, c'est un ensemble de règles, une hiérarchie de normes, un contrôle juridictionnel, une séparation des pouvoirs, mais la source de l'état de droit, c'est la démocratie, le peuple souverain. » Mais alors Bruno, va falloir m'expliquer comment on garantit une démocratie sans état de droit. Mais passons, hein, ça pourrait être anecdotique. Si un sondage du CESE n'avait pas révélé que 23% des Français ne sont pas convaincus que la démocratie est le meilleur système politique existant, et parmi eux, beaucoup de jeunes. Les amis, vous qui êtes des jeunes, la démocratie et l'état de droit, ça représente encore quelque chose pour vous ou pas? Non mais faut arrêter les contenus des masculins là, parce que franchement ça va pas du tout. Bah NON du coup. NON monsieur. En plus il parle de peuple souverain, mais lui il est arrivé là à la suite du fait que le peuple n'ait pas souhaité être gouverné par sa personne, oui. On dit sa partie, donc c'est assez cocasse, ça fait un peu genre je me tirais une balle dans le pied, genre peuple souverain, ah mince, je suis arrivé là, j'aurais pas dû... Ouais bon, enfin non en fait, c'est pas tant ça quoi. Mais c'est ça, et c'est l'état de droit qui permet la démocratie aussi, enfin... Oui. Monsieur... Oh. Et à votre avis, il parlait de quoi, Bruno Retailleau, quand il disait que l'état de droit n'était pas intangible? À votre avis, c'est les droits de qui sont pas intangibles? À ton avis? Voilà. Pas ses droits en tout cas. Donc non, il ne parlait pas des hommes blancs. C'est une vraie question, vraie interrogation. Ah, il y a une vraie réponse ou pas? Ah ou oui, il y a c'est- une vraie réponse. La question est contextualisée, il parle de quelque chose. Ah non, il parlait quoi? Des droits des personnes queer, des personnes racisées? Alors, racisé, oui, mais c'est plus précis que toutes les personnes racisées. Qui viennent d'ailleurs. Exactement. Les étrangers, oh merde. Il parlait de l'immigration, bien sûr, c'est un facho. Donc il nous dit clairement qu'on n'est pas obligé de traiter les personnes immigrées avec dignité. Hein. Pour plus d'informations, tapez Jungle de Calais ou Tente Place de la République dans votre moteur de recherche préféré et vous verrez comment la police traite les immigrés. Pourtant, coup de théâtre, l'immigration n'arrive qu'à la 6e place des préoccupations principales des Françaises et des Français. Tiens donc. Ah ouais? Hasard de dingue. C'est une étude Ipsos pour le CESE qui l'a révélé ce mois-ci. Je me dis que donc on pourrait peut-être financer les congés menstruels en arrêtant de légiférer 14 fois par an sur l'immigration. Hein? Pourquoi pas? Bonne idée. C'est une proposition. Et à votre avis, du coup, petit jeu, quelles sont les autres priorités des Français? J'allais vraiment te demander ça. Mais Le coût de la vie, non? Ouais, l'inflation. Ouais. Alors le coût de la vie, en fait c'est le pouvoir d'achat Ouais. qui arrive en 2e position. Pouvoir d'achat, rien à voir avec le pouvoir d'achat, Marie. Hein, ne vois pas tes Bigou, rêves force pour à une toi. réalité. La santé? La santé, c'est le premier poste de préoccupation. C'est plus précis, c'est la santé et celle de nos proches. Oh, bébé, c'est mignon. Sans D'accord. moi comme intitulé. Force à lui. Plus que 3. L'écologie. Non, À mon avis, c'est très bas, ça, malheureusement. c'est loin. C'est même pas dans le top 5 là. C'est derrière. Égalité homme-femme? Oh mince, on est tellement utopique. L'emploi. Ah ouais. Alors plus ou moins, il y a la situation économique et financière du pays. Mais je pense que l'emploi reste dedans. Alors le chômage doit être un truc particulier. Mais c'est le troisième poste et le dernier c'est la situation politique du pays. Je pense que Elias nous l'aurait donné s'il avait été avec nous. Et je me disais c'est quand même rigolo parce que je sais pas comment sont faits ces sondages avec ces catégories, mais tu vois les droits des personnes queer et tout, est-ce que vous pensez que c'est des catégories qui existent? Enfin, en gros c'est quoi vos priorités à vous dans la vie? Si on vous demandait c'est quoi votre première priorité, est-ce que vous répondriez des trucs genre l'immigration? Mais Je suis non. pas sûr en fait qu'on pensera à ça. Moi, mes priorités dans la vie, c'est vraiment les gens que j'aime. Enfin, genre en mode... y a rien qui m'apporte plus de bonheur que les gens que j'aime. Donc, du coup, priorité number one. Bah toi, Vous tu répondrais penseriez à quoi? Moi, direct, ce serait vraiment les droits humains, globalement. Les droits humains, inégalité, ou... Enfin, Mais tout ce que ça englobe en fait. oui, c'est ça. Mais en fait, en tant que personne lambda, le phénomène en tant que tel qu'est l'immigration, ça t'impacte pas directement. Ou alors ça veut dire quoi? Donc, du coup, c'est tout un même type de profil de personnes qui viennent, qui sont inévitablement dangereuses, des menaces. Enfin, tu veux pas envisager le fait juste de gens qui partent d'un pays pour aller à un autre comme un problème. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est pas un problème en tant que tel et on s'en est bien pas contenté, mais même réjoui. Il fut un temps.
Oui, bah complètement, on l'a encouragé, ça a été l'objet d'un TPE, Voilà. n'est-ce Just saying. pas? En première, 18 sur 20, Eh. 16 points d'avance. Bon. Bravo. Et toi, Marie, c'est quoi tes préoccupations si... Bah moi, ce serait aussi les droits humains et la santé de mes proches, en vrai. Mais... Et de mon chat, force à elle. Faut que j'arrête Oui, mais c'est un proche en soi, Oui. donc ça fonctionne. Mais les droits des animaux, c'est un vrai truc aussi, duquel on C'est parle ça. pas beaucoup non plus. Hein. Et why not l'écologie, hein? Mais oui, justement, l'écologie, on n'en a pas parlé. Pourtant, la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, donc en gros sur la biodiversité, hein, se tient en Colombie depuis le 21 octobre et se terminera le 1er novembre. On n'a pas les conclusions, mais du coup, j'ai quand même envie de vous poser une question biodiversité. Comme vraisemblablement, on ne pourra pas sauver tout le monde. S'il y avait une espèce qu'on ne pouvait pas sauver, laquelle on abandonne? Moustique. Évidemment. Moi, je sais pas ça, c'est tout. Moustique. Ah, moi, j'aurais dit les limaces, hein. Les limaces. Ça me répugne au plus haut. Non, moustique, t'as raison. Les moustiques, c'est plus omniprésent. Ouais, moustique, en plus, ça te fout des maladies et tout. Ça me vient pas Ou de les chanter. humains, en vrai. Mais en vrai, Enfin, moi, vrai, c'est la réponse. certains humains, voilà, C'est quoi, sûr, hein, le non-replacement de certains humains serait peut-être souhaitable. Et je rappelle quand même que l'humanité a déjà dépassé la limite planétaire relative à la biodiversité, donc c'est un peu déjà trop tard. Les limites planétaires, vous savez, j'en parlais dans le premier épisode, Mhm. ce sont les seuils à partir desquels on a trop détruit pour pouvoir réparer et vivre Mais en il y a plein de sécurité sur la flashbacks, en planète. fait, là. Mais oui, on essaye un peu de faire de la continuité. Donc pour la biosphère, c'est trop tard, et bientôt, il semblerait que la limite relative à l'acidification des océans soit aussi en passe d'être dépassée, et contrairement à la mer Le Pen, il y en a des espèces dont on ne voudrait pas qu'elles disparaissent. Et parmi elles, figure Marie, que l'on retrouve pour son mot de la fin. Je suis bien amené. Hello jeunes gens. Bon, pour ne rien vous cacher, le dégel de Maria Carey, le 1er novembre, devait prendre une grande partie de cette chronique. Fan inconditionnel de la période des fêtes, j'avais hâte de m'y replonger avec vous, tout en répétant 15 fois par jour à mes chers amis que tout ce que je veux pour Noël, c'est eux. Mais non, à la place, j'ai dû me souvenir du concept même de Contrôle Z, l'actualité du mois, octobre en l'occurrence. C'est pas grave, à la place, je vous parlerai du caca de mon chat. Et là, C'est parti. vous vous demandez, mais quand enferme-t-on cette dame à l'asile? Attendez, je vous explique. Non, Erwan, lâche cette camisole, s'il te plaît. J'étais tenté. Pour vous donner un peu de contexte, parce que je sens que... Il y a vraiment besoin du contexte. Étaye. Je travaille le matin. En parallèle, il m'arrive aussi d'avoir une vie sociale. Mon chat déteste ça. Elle est un peu... possessive. Alors quand je ne rentre pas chez moi, entre la fin de mon travail et une activité de l'après-midi, elle a tendance à mal le vivre. Au début, ça se traduisait par des miaulements à 2h du mat. Puis, j'ai commencé à retrouver des vomis dans ma chambre Ça. ou dans mon lit. Jamais dans le reste de l'appartement, et seulement quand je ne rentre pas. Là, vous vous dites, merde alors. Et bah justement, ces mois-ci, ces vomis se sont accompagnés de crottes immondes. Oh non. Après en avoir parlé à mes proches, tous ont eu le même discours. Mon chat est un être un peu toxique qui n'aime pas la contrariété. Moi, je pense plutôt que c'est sa manière de me montrer à quel point elle m'aime. En fait, tout est une question de perspective. Une réalité, plusieurs interprétations. Un peu comme un kaléidoscope, quoi. Et bim, on passe des déjections de mon chat au mot du mois. J'aurais jamais cru faire ça un jour. Mais here we are. Un kaléidoscope, qu'est-ce que c'est? Eh bien, selon mes sources, on embrasse Larousse et Wikipédia. Un kaléidoscope est un instrument optique réfléchissant à l'infini et en couleur la lumière extérieure. En pratique, l'observateur regarde d'un côté du tube alors que la lumière entre de l'autre et se réfléchit sur les miroirs. Fascinant, non? En gros, avec un assemblage fini de formes, apparaissent un nombre infini d'images en fonction de la manière dont on se place. Pourtant, dont on place son œil en l'occurrence. Pourtant, la disposition des miroirs reste la même. Tout est une question de perspective. Vous comprenez l'allusion au comportement de mon chat maintenant? Toujours Non, pas? j'ai pas envie de la comprendre. Bon ok, laissez-moi vous donner un autre exemple. Qui dit octobre dit Halloween. Si vous êtes en âge d'écouter ce podcast, vous avez sans doute dû vivre plus d'un 31 octobre. En soi, c'est toujours la même chose. Déguisement raté, bonbons en rupture de stock, et pour les plus aguerris d'entre nous, film d'horreur en série. Pas pour moi, je vous l'ai dit tout de suite. Toujours pareil. Et pourtant, il me semble que la peur des fantômes de mon enfance s'est envolée depuis longtemps déjà. Depuis que j'ai 15 ans, je
Ce qui ne veut pas dire que je n'ai plus de fantômes. Ils sont juste différents, influencés par la perspective de l'âge adulte. Vous voyez, c'est là que j'aurais dû placer ma partie sur Maria. Bon, passons. Et vous, chers chroniqueurs, vous avez déjà vécu une situation un peu kaléidoscopique ? Ouais, j'ai galéré pour la prononciation. Bah avec des hommes, hein, clairement, hein, où on n'avait pas du tout la même vision de ce qu'on voyait. Hein. On regardait dans la même direction, mais on voyait visiblement pas la même chose. Hein. Si ce mois d'octobre et Chapel Run m'ont appris quelque chose, c'est qu'il n'y a rien de plus kaléidoscopique que l'amour. L'amour change, lui aussi, avec toutes ces petites particularités qui font que l'amour est l'amour. Selon la manière dont on se positionne, comme tu le disais, il peut revêtir des formes complètement différentes tout en restant exactement le même. Cela explique sans doute pourquoi certaines relations basculent de l'amitié à la romance, et inversement, ou vers n'importe quelle autre forme d'amour, familial, romantique, platonique. Il existe un nombre infini de possibilités. On peut alors se demander s'il n'est parfois pas vain d'enfermer les sentiments qu'on éprouve pour quelqu'un dans une case spécifique. Oui, c'est l'excuse que je trouverais quand ma crush numéro 95 m'aura friendzoné. Évidemment. On t'embrasse. Et vous savez qui nous a aussi friendzoné ce mois-ci ? Sanofi. Comment ça ? Ils revendent 50% de la division santé publique à un fonds américain. Et notre Doliprane dans tout ça ? Moi qui pensais que notre histoire signifie quelque chose. Quoi, je m'emporte ? Moi ? Mais qui elle est celle-là ? Emporter, c'est malheureusement ce que l'ouragan Milton a fait en Floride avec des centaines d'habitations, d'animaux errants, de souvenirs. Mais ce qui m'importe, moi, c'est de découvrir que les tempêtes étaient 20 à 30% plus importantes du fait du dérèglement climatique. Ce qui m'importe, c'est le si peu d'enthousiasme dont font preuve les États, à quelques semaines de la COP29. Avec des enjeux aussi cruciaux, l'heure n'est ici peut-être plus aux différences de perspective. Pardon, j'ai cassé l'ambiance. Et vous savez quoi ? C'est pas fini. Chers auditeurs, cette chronique touche à sa fin. Mais parce que le mois d'octobre n'est rien sans la couleur rose qui le revêt chaque année, j'aimerais rendre un hommage. À toi, Virginie, ainsi que toutes les personnes ayant un jour été touchées par ta maladie, mais également à ta mère, ton père, ta meilleure amie, et tous les proches impactés eux aussi par la perte d'un être aimé. J'ai encore du mal à entrevoir une nouvelle perspective devant tout ça. Peut-être que le kaléidoscope ne fonctionne pas toujours, après tout. Allez, la vie jeune fou, prenez soin de vous. Merci beaucoup Marie, après 1 heure de discussion, finir un épisode avec un mot de 5 syllabes imprononçable, elle a osé et elle l'a fait. Et dans ton kaléidoscope, tu parles du vert de l'écologie, de l'octobre rose, pour le cancer contre le cancer du sein, que dis-je. Mais même si nous nous connaissons depuis des années, je ne suis pas sûr de connaître vos couleurs préférées, alors que j'ai l'impression que c'est un critère qui était à l'époque central. C'est-à-dire que pour savoir si tu connaissais quelqu'un, il fallait connaître sa couleur préférée. Les amis, c'est quoi votre couleur préférée ? Rouge Bordeaux pour ma part. Pourquoi ? Pourquoi Le vin, essentiellement. Ouais. Non, j'ai toujours bien aimé, j'ai toujours bien aimé le rouge, mais j'aime bien le fait que ça soit un peu plus sobre, et je trouve que ça se marie bien avec le jaune, qui est également une couleur que j'apprécie, je ne saurais dire pourquoi. Bah, elles sont presque complémentaires. Elles font un jaune un peu pâle. Ah, du coup, je l'aime plus moutarde. Mm. Donc, je sais pas si Si, ça doit fonctionner, jaune je sais pas moutarde. si je marierais les deux, mais ouais. Oh. Cool. Et moi, écoute, ce serait le vert, parce que ça me ramène un peu à la nature, et j'aime bien les balades en forêt. Et même, ça donne un peu un sentiment de liberté, je sais pas comment expliquer. Et toi ? Moi, c'est le rose, évidemment. Oui. Enfin, c'est vraiment ma passion, le rose dans toutes ses teintes, du pastel au pétant, aux paillettes. Enfin, c'est aller vraiment au paroxysme, parce que le rose, ça reste un symbole de la féminité. Je pense que c'est pour ça aussi que j'aime bien. J'aime bien jouer avec ce code-là. Je me suis beaucoup empêché de porter du rose. Donc, il y a maintenant ce truc de voilà, maintenant, j'en ai rien à foutre. Si j'ai envie d'en foutre sur mon cul et sur mes yeux, je fais ce que je veux. C'est vulgaire. On va passer la parole à Hippo Elias. Alors, ma couleur préférée, je suis désolé, certains risquent d'être déçus ou même surpris. Ce n'est pas le rouge, parce que voilà, on pourrait penser, voilà, il y a ce communisme, socialisme, mais non, en fait, ce n'est pas le rouge, c'est le bleu. Alors, c'est pas du tout une volonté politique ou quoi. Ne pensez pas que j'étais de droite. Bien loin, j'étais bien loin de ces pensées néfastes. Mais en fait, c'est le bleu, du coup, pourquoi? Parce qu'en fait, voilà, un jour, j'ai allumé la télé. Alors, il faut savoir, ma mère est britannique, donc on avait la télé anglaise. Et d'un coup, je tombe sur un match de foot de Chelsea. Ils jouaient en bleu. Et d'un coup, je me suis dit, ah ok, c'est mon équipe. Et j'ai commencé à les soutenir et à aimer le bleu. Et voilà, c'est à partir de ce moment-là que le bleu, c'est devenu ma couleur préférée. Et dans cet arc-en-ciel
une couleur demeurera, c'est le violet de Ctrl Z. J'en profite pour remercier Lauriane Chanu, une graphiste brillante à l'origine de ce très beau logo. Merci aussi à Benjamin Bitoun pour ses appuis techniques. Et évidemment, gros cœur sur vous les petits chats, Hippo, Val, Elias et Marie. On se retrouve le mois prochain pour refaire le monde. Et si on n'y arrive pas, on se contentera de commenter l'actualité. D'ici le mois de novembre, on prend soin de soi et on croise les doigts, on prie et on soigne son karma pour que Trump ne passe pas. Allez, vraiment. prenez soin de vous, je vous embrasse et no pasarades. Bisous. Ciao. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced. And I'm gonna tell you, don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 20